Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Messieurs les premiers présidents et juges de Cour suprême, Excellences, Mesdames, Messieurs. Combien de fois dans l'enceinte des Nations Unies et d'autres organisations internationales d'ailleurs avons-nous échangé sur l'état de droit et le respect des droits de l'homme? Combien de fois avons-nous évoqué la mise en œuvre des principes qui en découlent, tant pour les droits de la défense que ceux des victimes? Combien de fois ai-je rappelé cette citation de l'esprit des lois de Montesquieu qui est si chère à tous les juges: il n'y a point encore de liberté si la puissance de juger n'est pas séparée de la puissance législative et de l'exécutrice. Combien de fois avons-nous rappelé le principe de la légalité des délits et des peines établi par le marquis de Beccaria? Et pourtant, nous vivons aujourd'hui un moment historique dans l'histoire des Nations Unies. C'est bien la première fois que des premiers présidents, Chief Justice, de Cour suprême et de Cour de cassation, des juges de Cour suprême et de Cour de cassation, sont réunis pour porter témoignage à la fois de la réalité et de l'importance des concepts inscrits dans nos instruments internationaux et dans nos lois, mais qui ne peuvent prendre corps qu'à travers l'exercice de la justice, comme vous le disiez si bien, Monsieur le Justice Breyer. Souvent, il m'a été demandé pourquoi je voulais absolument associer les présidents et juges de Cour suprême à cet exercice. Ma réponse est toujours la même. Qui symbolise mieux la justice qu'un juge de Cour suprême? Qui, à la fin des différentes étapes du procès, aura le dernier mot? Celui de l'interprétation de la Constitution, ou de la loi, ou des traités internationaux, face à la menace du terrorisme? Qui? Le juge de Cour suprême. Certes, il faut aussi travailler avec les procureurs et les juges des cours de première instance ou des juridictions d'appel. Mais nous l'avons bien entendu aujourd'hui à travers tout ce qu'ont dit les juges de Cour suprême et les premiers présidents. Le rappel aux principes constitutionnels et légaux est du ressort des cours suprêmes. Même si elles n'ont que très peu de procès à juger, ce qui n'est pas d'ailleurs le cas de toutes les cours qu'on a évoquées aujourd'hui, qui ont eu à parler aujourd'hui à travers leurs présidents ou leurs juges, le rôle jurisprudentiel qui est le leur a un impact évident sur toutes les décisions des juges de première instance ou d'appel. Dans ce rôle de régulateur de la jurisprudence, les cours suprêmes, comme nous l'avons entendu aujourd'hui, sont aussi celles qui, à la lumière de l'état de droit et des droits de la personne humaine qu'elles protègent, nous prescrivent, nous indiquent les lignes de partage entre les libertés des individus et les droits de l'enquêteur chargé de protéger la société contre des attaques terroristes de plus en plus meurtrières. Qui peut mieux qu'un juge de Cour suprême éclairer de ses jugements l'application de telle ou telle technique d'investigation spéciale édictée par une loi, l'usage d'une information classifiée, la protection des témoins ou le témoignage sous anonymat qu'il faudra certes examiner au cas par cas, mais pour lesquels les jugements des cours suprêmes seront des guides essentiels pour leur utilisation ou le modus operandi à leur appliquer. Dans cette logique, la marge d'interprétation des lois par le juge de Cour suprême, soit à la lumière de la Constitution de son pays, soit à celle des textes internationaux auxquels il peut directement confronter sa loi nationale nouvelle, est toujours un moment important et donne la ligne à suivre pour les autres collègues. Dans ma vie de juge de Cour suprême à la Cour de cassation française, j'ai toujours été personnellement conscient de ces enjeux parce que j'ai eu la chance de pouvoir me confronter à plusieurs reprises au monde et aux enjeux internationaux. Et je pense que, ce faisant, j'ai apporté ma pierre à l'édifice construit par la Cour. J'espère, je souhaite, je suis certain que la rencontre d'aujourd'hui ne sera que le premier pas, comme le disait Monsieur le juge Breyer, le premier pas qui pourra ouvrir les cours suprêmes à notre institution mondiale, pour que les premiers présidents et présidents, ainsi que les juges de Cour suprême, puissent continuer à se familiariser aux débats et enjeux internationaux qui ne sont pas, contrairement à ce que l'on pourrait penser, au premier abord, éloignés des préoccupations quotidiennes du travail de juger, comme l'a dit Monsieur le juge Breyer ou les autres juges ici présents. Pour parler clair, ces connexions doivent être faites. Et il suffit de voir la hauteur des débats d'aujourd'hui pour comprendre combien ces échanges entre le monde diplomatique et le monde judiciaire sont essentiels à l'avenir de notre combat contre le terrorisme,
mais aussi au combat contre toutes les formes de la criminalité internationale. En outre, cette réunion constitue une opportunité pour les juges de Cour suprême de se rencontrer, comme nous l'avons fait à midi. Et c'était si chaleureux, si intéressant de pouvoir se rencontrer et d'avoir entre nous des échanges au niveau international. En ma qualité de juge honoraire à la Cour de cassation, je peux témoigner de l'aridité du travail du juge et de son splendide isolement. Or, au moment où ISIL, Daesh, met l'équilibre du monde à rude épreuve, faisant de très nombreuses victimes sur la planète, dans quelque région que ce soit, les juges ont besoin de toucher du doigt la flexibilité et la rapidité d'action de cette organisation terroriste pour être bien conscients du type de réponse à apporter sur le plan judiciaire et de la manière de remédier aux messages et actions de mort que nous apporte à tous cette organisation terroriste. Hélas, il faut relever qu'ils sont très fréquemment, les juges de Cour suprême ou les juges en général, la cible des terroristes et que les cours, comme ce fut le cas la semaine dernière au Pakistan, et je dois m'incliner devant les victimes du Pakistan de la semaine dernière, sont des lieux où les terroristes portent la mort. Les cours sont des lieux où les terroristes portent la mort. Il faut souligner d'ailleurs que fréquemment, les juges et les bâtiments dans lesquels la justice est rendue sont souvent protégés à minima. Et pour ce qui est du juge lui-même, ils ne sont même pas protégés. Ils n'ont même pas de sécurité. On en parlait hier encore avec un des participants à cette réunion, et non des moindres à ce sujet. Ce qui peut être préjudiciable à leur décision, à leur sérénité. Comment peut-on être serein si on est tous les jours sous la pression des organisations terroristes? Il faut que nous, au Conseil de sécurité, au Comité contre le terrorisme, on s'élève et on puisse donner aux juges cette capacité. On doit parler à nos collègues de CTITF, des États et des organisations internationales pour s'élever contre cette situation et trouver des solutions. Il ne faut pas oublier non plus qu'en dernier ressort, ce sont aussi les juges de Cour suprême qui interprètent les incriminations à la lumière des lois nationales, mais aussi indirectement à celles du Conseil de sécurité, puisque nous prenons des résolutions au Conseil de sécurité qui sont prises dans le cadre du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, que nous connaissons bien ici, et qui sont impératives pour les États, certes pour les juges d'une manière indirecte, une fois qu'elles sont mises en place dans les lois nationales, nous le savons tous, mais quand même, elles ont un impact certain, comme on l'a entendu, concernant les combattants terroristes étrangers, et donc l'impact des résolutions 1373 et 2178 du Conseil, ainsi d'ailleurs que les conventions sont à ingérer par le juge national. Donc, tout ce que je voulais vous dire est que, finalement, grâce à leur interprétation, les juges de Cour suprême vont nous donner un corpus juris qui sera la lumière, qui nous éclairera, qui sera la lumière, qui nous donnera le sens et la lumière de nos décisions. En résumé, les points importants qui ont été soulevés durant cette réunion du comité, dont on doit remercier le président et son DPR de l'avoir organisée, sont à la fois multiples et prometteuses. Je pense tout d'abord qu'il est clair que la promotion de l'état de droit par les présidents et les juges de Cour suprême a un impact considérable au regard des positions dans les structures étatiques, comme l'a relevé Dominique Loriferne. Leur présence ici aujourd'hui rappelle aussi la détermination des justices du monde de lutter contre tous les actes de terrorisme commis dans le monde et d'y apporter une réponse judiciaire, sans oublier également les victimes. Tous les pays représentés aujourd'hui ont été victimes d'actes de terrorisme, mais il y en a bien d'autres. Et pourquoi ne pas se prendre à rêver d'organiser une réunion mondiale des présidents et juges de Cour suprême au regard du succès d'aujourd'hui? Notre grand ancêtre Montesquieu avait aussi écrit qu'il fallait éclairer l'histoire par les lois et les lois par l'histoire. Moi, je dirais, en ce qui concerne notre réunion d'aujourd'hui, qu'il faut éclairer l'histoire par la justice et la justice par l'histoire. C'est ce que nous essayons de faire ensemble ici, apparemment avec succès, et il faut continuer. Évidemment, je ne saurais terminer mes propos sans, comme l'a fait Alistair Miller, remercier les généreux donateurs qui ont permis l'organisation de ce travail, mais aussi remercier Alistair Miller, qui est l'organe d'exécution, qui est l'agence de mise en œuvre. Au Conseil de sécurité, nous ne sommes pas une agence de mise en œuvre.
Nous sommes une agence qui assure, grâce au Conseil, la paix et la sécurité, et nous sommes relayés par les agences nécessaires, en l'occurrence le Centre qui a mis tellement d'allant et d'efforts dans la mise en place de ce projet. Et je voudrais aussi, bien sûr, remercier les représentants de la société Baker & McKenzie et leurs représentants ici aujourd'hui, et de leur demander de dire à leurs mandants combien nous sommes heureux de travailler avec eux. Mes remerciements vont aussi à mon équipe, il faut quand même les remercier, hein, en particulier les gens de la section Asie-Amérique, mais qui travaillent depuis plusieurs années avec le Global Center et se sont investis dans ce travail, ainsi qu'à Svetlana Martinova et David Charia. Svetlana qui a beaucoup travaillé dans le projet sur la justice au bord de la Méditerranée, et David Charia qui coordonne les affaires juridiques. Bref, je vous remercie tous de votre aimable attention et je vous dis absolument à bientôt, car il faut continuer et nous devons, à mon sens, donner du souffle à cette entreprise, comme nous le disaient plus tôt plusieurs juges autour de cette table. Merci beaucoup.